malheur s'est produit ici. Qu'est-il arrivé à tous ces gens? Les morts sont revenus à la vie, mais ils sont devenus des monstres. Ils vont bientôt se réveiller. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Watchlist de Spoilers, le format dédié à nos visionnages récents de séries TV des genres de l'imaginaire. Ici Guillaume et je vous propose dans ce podcast de revenir en compagnie de CHP et de Briac sur la série fantastique coréenne Kingdom, composée actuellement de 2 saisons et d'un épisode spécial. Une série qui mélange époque médiévale et zombie, méconnue et pourtant ô combien excellente et que je vais laisser Briac vous présenter. Kingdom, c'est une série, qui se trouve sur Netflix et qui se passe en fait au début du XVIIe siècle en Corée, quand se propagent dans le royaume des rumeurs concernant la mort du roi. Et rapidement, en fait, on va comprendre que la réalité est plus complexe que ça. En fait, le roi est bien mort, mais il s'est réveillé et il est devenu un espèce de monstre assoiffé de sang. Oui, c'est surtout la deuxième partie. Qu'il soit mort, bon, c'est une chose qui arrive. Ça arrive, ce sont des choses La qui deuxième arrivent. partie est nettement plus rare, on remarquera. Et en fait, pour se maintenir au pouvoir, la reine, donc sa femme, la reine Cho et son père, qui était conseiller du roi, Cho Ak-ju. Alors je m'excuse pour éventuellement les personnes qui parlent coréen, parce que je ne parle pas coréen, donc je vais sûrement très mal prononcer les noms. Donc la reine et le conseiller, en fait, enferment le roi dans ses appartements et refusent que quiconque le voie, même son fils, le prince héritier Li Chang, en lui disant qu'en fait le roi est atteint de la variole. Et en fait, le prince, donc qui va être le héros de la série, est dans une situation assez délicate, parce qu'il est bien un fils du roi, mais sa mère étant une concubine, il est un enfant illégitime. Donc il a une position, il serait normalement héritier, sauf si la reine finit par donner naissance à un fils, et justement la reine est enceinte. Donc le but en fait c'est de pouvoir maintenir l'illusion le plus longtemps possible pour faire croire que le roi est en vie. Et ce qui va se passer, c'est que peu à peu, Li Chang va découvrir la vérité sur ce qui est en train de se passer, et que dans le même temps, ses ennemis vont tout faire pour se débarrasser de lui et rester au pouvoir, quitte à ignorer ou même exploiter une étrange épidémie qui en même temps se répand à travers la Corée. Et Kingdom, en fait, s'inspire d'une épidémie réelle qui est arrivée en Corée au cours du 19e siècle et qui a fait des dizaines de milliers de morts, et on n'est pas encore tout à fait sûr de ce que c'était, et qui est relaté, alors je trouvais que c'était intéressant, dans quelque chose qui s'appelle les Annales de la dynastie Joseon, et qui est en fait le plus long document au monde relatant l'histoire d'une dynastie, et qui est en plus considéré comme étant objectif parce que le roi n'avait pas le droit de la lire. Donc on a ce document-là, dont s'inspire la série, tout en ayant vraiment un côté fantastique. Et en fait c'est un projet donc d'une scénariste qui s'appelle Kim Eun-hee, qui travaille à la télé coréenne depuis 20 ans, donc il y a quand même pas mal d'expérience, et qui a travaillé dessus dès 2011. Mais en fait, le problème pour ce genre de projet, c'est que en Corée, les séries, donc, ils en produisent énormément, hein, des dramas ou d'autres genres de séries, sont sur des chaînes qui sont souvent à destination d'un public familial, donc on peut pas montrer de violence. Et une série de zombies, c'était quasiment impossible jusqu'à il y a quelques années. Mais il s'est passé 2 choses. D'abord, il y a eu la sortie du film Dernier train pour Busan de Young Sang-ho en 2016, qui a été un succès énorme en Corée du Sud et après au niveau international. Et qui s'est très bien exporté aussi. Voilà. Il y a même la suite d'ailleurs qui est sortie. C'est ça, et qui a aussi été un carton énorme en Corée. Donc qui a montré en fait aux producteurs coréens que les zombies n'étaient pas un truc de genre réservé à un certain public, mais que vraiment ça pouvait avoir un succès massif. Et la deuxième chose, c'est que tout simplement Netflix a été intéressé par le projet et l'a rendu possible. Et avant donc de pouvoir faire ça avec Netflix, Kim Eun-hee en fait avait fait un webcomic de cette histoire-là, mais qui a finalement quand même des différences assez importantes entre... il y a des grosses différences entre le comic internet et la série telle qu'elle l'est maintenant. Néanmoins, je crois qu'il y a une version papier qui devrait sortir bientôt en France de ce comic. Au niveau du casting, donc il y a du beau monde pour les gens qui s'intéressent un peu au cinéma coréen. Alors par exemple le prince qui est joué par Jo Ji-hoon, qui était dans The Spy Gone North. Je sais pas si vous connaissez ce film, mais il est vraiment excellent. C'est sur quelqu'un qui va en fait s'infiltrer dans les années 70-80 en Corée du Nord. Un Coréen du Sud qui va venir se rapprocher de Kim Jong-il, et c'est vraiment super film, je le conseille. On a aussi donc le conseiller qui est joué par Ryu Song-ryong, qui était dans Psychokinesis, qui était le 2e film du réalisateur de Dernier train pour Busan. Et enfin, on a Bae-doona, qui est donc quelqu'un qu'on a vu dans The Host, dans Sympathy for Mr. Vengeance, ou plus récemment chez les Wachowski, dans Cloud Atlas et dans Sense8, dans un personnage d'infirmière. Super, hein. Et la série a 2 réalisateurs, un par saison, grosso modo.
Le premier, c'est Kim Song-hoon qui a fait 2 très bons films qui sont sortis en France, s'appelaient Hard Day et Tunnel. Et le deuxième, c'est Park In-jae sur la saison 2, qui lui, par contre, je ne crois pas que ces films soient sortis en France. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a vraiment une cohérence entre les 2 saisons. Enfin, moi, je ne savais pas que ça avait changé de réalisateur, honnêtement, entre les deux. Et on a vraiment une cohérence visuelle qui est maintenue tout du long. Et c'est une série qui est éminemment politique. Et d'ailleurs, Kim Eun-hee, donc la scénariste, avait travaillé, quand elle travaillait en fait dans son bureau, elle avait écrit sur son tableau devant elle « Qu'est-ce que la politique ? Qu'est-ce que c'est diriger ?» Et c'était pour elle vraiment le thème de Kingdom, notamment à travers ce qu'elle disait, c'était l'image de la faim, c'est-à-dire celle du peuple affamé par ses dirigeants, et celle plus corruptrice de ces dirigeants justement qui sont assoiffés de pouvoir, qui sont toutes les deux évoquées en fait à travers la figure du zombie. Donc c'est une série qui traite de l'impact du pouvoir sur le peuple et surtout de la corruption, qui est un thème qui touche beaucoup les Coréens, puisque bon, c'est les scandales politiques ayant trait à la corruption se multiplient en Corée du Sud. D'ailleurs, ils ont même la dernière présidente en 2016 a dû abdiquer à cause de ça. Donc c'est quelque chose qui les touche beaucoup et qui leur parle. Donc c'était important pour eux de parler à travers cette figure du zombie. Même si elle souligne aussi l'ironie finalement du zombie, qui est une créature qui fait que finalement, riches ou pauvres deviennent égaux dans la mort, tous les zombies se valent. Pour l'instant, donc la série a connu donc 2 saisons. La deuxième a été diffusée juste au début de notre premier confinement et devrait avoir une troisième. Donc même si ça n'a pas été encore confirmé par Netflix, d'autant qu'en plus la fin de la saison 2 est très intrigante et change pas mal le statu quo de l'univers de Kingdom, donc ça promet beaucoup de choses pour une suite. Et Kim Eun-hee a dit que c'était vraiment un projet qu'elle adorait écrire et qu'elle aimerait même en faire 10 saisons si elle pouvait. Donc ça donne envie en tout cas d'imaginer ce qu'elle pourrait en faire. Et par contre, il faut préciser aussi quelque chose, je pense que c'est important d'en parler. Il faut savoir qu'il y a eu un drame sur le tournage de Kingdom. C'est que pendant la première saison, il y a un membre de l'équipe artistique qui est mort de surmenage. Ah ouais, ok. Ouais. Et donc la production indique que c'était pas la faute à la série, qu'il était en plus en pause pendant 2 jours quand c'est arrivé. Enfin bon, ils vont pas dire en même temps qu'ils l'ont tué, hein, c'est normal. Oui. Mais on sait qu'en fait en Corée apparemment à la télévision il y a vraiment des gros problèmes à ce niveau-là, au niveau de ce qu'on demande aux employés de faire et des durées de travail. Par exemple, en moyenne ils travaillent 19 heures par jour, quoi. Donc c'est vraiment c'est un rythme assez terrible. Et c'est paradoxal pour une série qui est si engagée dans son propos d'avoir pourtant tué un de ceux qui contribuent à l'affaire, quoi. Et il y a eu un deuxième mort sur la seconde saison, c'était un accident de voiture, donc ça a normalement pas grand chose à voir avec ce sujet-là. Voilà. Alors Guillaume, qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui as vu au moins une saison? Je suis en cours de visionnage de la saison 2, sous tes conseils, Briac, je te remercie d'ailleurs. Et alors je connaissais pas du tout, je suis pas du tout client cible, mais connaisseur du cinéma asiatique, de la série asiatique encore moins, et de la culture coréenne encore moins, j'ai envie de dire. Je suis plutôt cantonné, on va dire, au cinéma et à la série japonaise de manière générale. Donc j'y suis allé un petit peu par curiosité pour aussi la culture coréenne et puis voir un petit peu les différences qu'il pouvait y avoir. Et dès le début, justement, c'est aussi ça qui m'a pas mal plu. Déjà, c'est une série en costume, c'est une série historique, et c'est une série qui se passe en Corée. Donc, il y a tout un pan des rites culturels, puisqu'on y parle de mort, de mariage, des élites, de tout ça. Donc, il y a un petit peu aussi comment tout ça fonctionne. C'est hyper intéressant. Les costumes aussi se font finalement assez particuliers. Il y a quelque chose d'assez japonais, mais il y a quand même des spécifications qui font que au début, moi, quand j'ai vu les gardes, par exemple, arriver, il y a presque un truc drôle quand on n'a pas les codes culturels, on va dire, puisqu'ils ont des espèces de grands chapeaux très larges avec des plumes de paon dressées. Tu vois ça, tu pourrais presque dire que c'est une espèce de déguisement dans une autre série, on te ferait passer ça pour un déguisement, quoi. Et puis bon, très vite, il y a effectivement quand même la violence psychologique et graphique de la série qui fait que t'as pas très envie de te marrer, mais bon, j'ai été attiré tout de suite par ça. J'ai été aussi attiré par le fait que, contrairement à d'autres séries, comme par exemple The Walking Dead pour le côté zombie, ou peut-être, si on peut oser la comparaison, Game of Thrones, plus sur le côté peut-être intrigue politique, ou même rapport par exemple aux marcheurs blancs, qui sont quelque part des zombies, complètement. ça va
plus vite, on explique plus de choses et on fait avancer l'histoire aussi de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on va pas faire traîner les mystères trop longtemps et mais par contre, ça va débloquer d'autres éléments. Ça va évoluer dans la manière dont notamment les zombies réagissent, etc. Et ça, j'ai trouvé ça cool de pas tirer sur la corde de ce point de vue-là, quoi. Et puis d'un point de vue général, la série est vraiment superbe, que ce soit en termes de décor, de costumes, la photo est vraiment très belle. Enfin, il y a plein de plans où vraiment tu te dis waouh, le cadre est vraiment superbe, quoi. Les couleurs de forêt automnale, les décors qui sont, je sais pas si il y a beaucoup de CGI ou s'ils ont tourné dans des zones très préservées historiquement, mais c'est vraiment super beau. Ça fait que l'immersion s'en trouve renforcée et les personnages sont d'autant plus crédibles, je trouve, dans du coup le truc. Et voilà, je finis un peu là-dessus, c'est que j'ai trouvé les personnages très bons. Moi, ce qui me manque souvent, enfin, ce qui fait souvent la différence entre une série que j'aime et une série que j'aime moins, c'est l'émotion et le fait que on travaille les personnages vraiment. Il y a beaucoup de personnages au final, mais on les travaille tous assez longuement et assez bien et on s'attache à eux et vraiment quand il se passe des drames ou quand il y a des décisions un petit peu fortes qui sont prises, et ben je trouve qu'on est impliqué et en tout cas moi ça a fonctionné sur moi, j'ai été pleinement embarqué malgré du coup encore une fois ces repères culturels que j'avais pas forcément, la langue coréenne évidemment que je comprends pas, etc. quoi. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé la série, on le disait un petit peu en off, je la déguste épisode après épisode et je te rejoins complètement sur tous l'aspect très politique de la série. C'est clairement le zombie utilisé pour montrer la conséquence de l'ivresse du pouvoir des élites, même parfois l'imbécilité des décisions des élites qui veulent se préserver à tout prix et préserver leur monarchie alors que le peuple est affamé. Effectivement, c'est ça qui est marrant, c'est que le zombie est un être qui a faim de manière bestiale et se nourrit de chair humaine et le départ de la série sont effectivement le peuple qui souffre de cette famine, etc. Donc il y a vraiment un truc qui est très très malin par rapport à ça. Et puis il faut dire ce qui est, hein, t'as cité le dernier train pour Busan, le zombie coréen, c'est quand même un zombie particulier aussi. C'est un zombie qui physiquement, c'est pas très gore comparé à d'autres représentations, par exemple du zombie qui dévore les êtres humains, de démembrement ou de trucs vraiment où on va s'apesantir sur l'aspect très viscéral de la chose. Là, il y a pas tellement de ça, mais par contre la manière corporelle qu'ont les Coréens de faire le zombie avec vraiment des postures torturées, je pense qu'ils prennent des gens qui sont extrêmement souples quand ils les font jouer des zombies parce que vraiment il y a un truc très tordu de ça qui fait que ça fait peur, ils sont très rapides, ils sont véloces et il y a une masse comme ça bruyante quoi, et donc ouais, vraiment pour moi une excellente série, je recommande à mon tour et je prendrai ta suite, Briac, pour la recommander à mes proches et autour de moi. Pour rajouter à ce que tu disais aussi, parce que tu me fais penser à ça sur le niveau des mouvements, et c'est vrai c'est vraiment comme dans les Train pour Busan, des zombies qui vont hyper vite, donc des espèces de foules qui vont à toute vitesse, et c'est vraiment des situations différentes. Alors, c'est arrivé dans des films, je pense à 28 jours plus tard, ou World War Z le aussi, le remake zombie, mais là, c'est fait vraiment d'une manière très viscérale, et t'as vraiment des moments où t'as le cœur qui bat, quoi. Pendant certaines scènes, tu paniques avec les héros, et ce que, en plus, ça peut rajouter, le fait de situer ça en Corée, c'est qu'on a aussi toute une chorégraphie avec les batailles de sabres, d'arcs, les coups donc d'arts martiaux, qui est quelque chose qu'on n'a pas forcément dans le cinéma occidental quand justement face aux zombies. Et on a ce mélange du zombie très rapide avec ces personnages qui sont eux aussi capables de prouesses physiques quand ils se battent, qui donne un côté hyper dynamique aux scènes d'action, et fait qu'elles sont vraiment, c'est des vraies claques, et sans que la mise en scène soit forcément absolument exceptionnelle, elle est juste très propre, elle fait son boulot. Sur le dernier épisode de la saison 2, il y a les 20 premières minutes, c'est un morceau de bravoure hyper impressionnant, qui fait un peu penser à l'épisode, comment s'appelait-il ? L'épisode de Game of Thrones, justement, où on avait la fin des marcheurs blancs. D'accord, ok. Et de là, donc c'est ce genre d'ambiance, mais en beaucoup plus précis et clair. On voit beaucoup mieux ce qui se passe, et c'est vraiment, vraiment, je conseille très vivement Kingdom. Moi de mon côté, j'ai pas vu beaucoup d'épisodes, mais en tout cas là où je rejoins, moi par exemple je suis pas arrivé au moment où la politique est omniprésente, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui ressort de
votre avis, de vos avis. Par contre, moi, là où je peux témoigner de mon côté, c'est effectivement, moi, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est le côté propre et le côté, comment dire, ça a de la gueule, en fait, tout simplement, parce que c'est pas un cinéma ni un univers qu'on est forcément très habitué à voir. Si je parle du côté féodal plus de la série. Et déjà ça, je pense qu'en fait, ça peut être un moyen peut-être aussi de, comment dire, un premier pas justement dans ce cinéma-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a ce côté très puriste cinéma coréen et le côté zombie, en fait, tout simplement. C'est un peu ces deux pans qui sont de part et d'autre très respectés. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ça peut aussi être un moyen, ça a été mon cas, de vous ouvrir à ce cinéma-là. C'est ça, puis il y a vraiment un beau mélange entre la série historique et la série fantastique, qui fait que les amateurs des deux vont se retrouver dedans. Et, c'est ça, ouais. T'enlèverais le côté zombie, ce serait une série d'un jeune prince qui veut conquérir le pouvoir, on va dire, pour faire très simple. Sans aucun zombie, ce serait probablement une série assez intéressante. Peut-être ça pourrait marcher quand même. Moins grand public, mais en fait, le pari est plutôt réussi déjà et hyper intéressant, en fait, pour cette série. C'est ça. Pour revenir sur cet aspect politique, au fur et à mesure où on avance dans la série, il n'est pas encore plus développé que ce qu'on voit au début. Enfin, sauf qu'on apprend un peu plus les rouages, les choses, mais c'est juste que, comme le disait Briac au début, la conspiration, entre guillemets, elle est éminemment politique, juste sur le simple fait que y a une famille très ambitieuse et très avec beaucoup de pouvoir qui veut justement mettre sur le trône un héritier mâle, quoi, et qui donc pour ça est obligé d'opérer tout ce complot, quoi, envers le prince bâtard, entre guillemets, et en ça c'est très politique. Après il y a pas autant que Game of Thrones ce côté famille qui vont se jouer un peu on va dire je te tire dans le dos et puis derrière il y a des alliances de choses et tout ça. On reste quand même sur quelque chose d'un petit peu plus simple de ce point de vue-là, mais le cadre est quand même moins choral, ouais. Mais on est quand même dans ce truc très politique de, effectivement, c'est pas un méchant qui veut gouverner le monde, quoi. C'est vraiment ce truc de une famille qui veut gouverner, tout simplement, en fait. Il faut rappeler en même temps, si on compare à Game of Thrones, que là, il y a que 12 épisodes de la série, ce qui est déjà très très dense, parce que c'est 2 saisons de 6 épisodes. Donc une saison de Game of Thrones, là, qu'ils nous ont fait déjà. Et il se passe quand même beaucoup de choses, et on a aussi beaucoup de forces en présence qui peuvent aussi... je ne peux pas encore dévoiler par rapport à la fin de saison 2, mais qui peuvent mener vers quelque chose de très intéressant, en tout cas pour la suite. Et aussi, je voulais rebondir sur l'aspect du coup chorégraphique que tu citais tout à l'heure. Pour ceux que ça peut faire peur un peu, on n'est pas non plus dans de l'outrance par rapport à ça. C'est-à-dire que si on a par exemple en tête, ce qui est assez différent, mais des films comme Tigre et Dragon ou ce genre de choses, avec des câbles, des cascades, avec des gens qui se font des sauts de 3 mètres, etc. On est assez peu dans ce genre de choses. Alors peut-être que la fin de saison 2 va me faire mentir. Mais en tout cas dans ce que j'ai vu, il y a à quelques moments très très précis, on sent un petit aide pour les cascadeurs, mais globalement c'est très physique. On est plutôt sur un film de sabre, on va dire, globalement, quoi. Il y a un personnage en particulier qui est un des personnages principaux qu'on découvre dès le début et dont on va comprendre au fur et à mesure qu'il est un combattant relativement expérimenté, qui lui, je trouve, a vraiment une physicalité entre guillemets dans la manière dont il se bat, qui va être un peu plus dans la cascade entre guillemets. Moi j'adore le fait qu'il enchaîne comme ça des coups et puis il va se jeter de tout son poids sur des ennemis, se relever, faire une petite roulade et puis repartir et tout ça, mais c'est pas exagéré, ça reste dans quelque chose de réaliste, terre à terre, on va dire, et ça j'ai trouvé ça appréciable aussi parce que ça permet encore une fois de donner du poids et du réalisme encore une fois à ce qui se passe à l'écran, quoi. Parce que c'est ça qui est intéressant, on revient sur la figure du zombie, mais en fait le zombie ne s'intègre à un univers que si cet univers de base est cohérent en lui-même, en fait. Finalement on parlait de Romero, on parlait de plein de choses, c'est un matériau de base qu'il va falloir polir et adapter, qui est adaptable à peu près toutes les époques, mais qu'il va falloir faire avec rigueur, en fait. Finalement c'est ce qui ressort un petit peu de Kingdom, je trouve. Kingdom, une série, vous l'aurez compris, que l'on vous recommande fortement et qui s'est vue en 2021 accompagnée d'un film en forme de préquel, Kingdom Ashina of the North, tout aussi bon, qui retrace la jeunesse et le rôle important à venir du personnage éponyme Ashin. Malheureusement, aussi bonne soit la série, nous n'avons actuellement pas de nouvelles quant à son renouvellement, nous laissant dans l'attente depuis 2021 d'une saison 3.
À l'image de ses antagonistes, la série est aujourd'hui entre vie et mort, sans nouvelles de son studio de production qui indiquait toutefois dans une interview en 2022 que la série appartenant à Netflix, il était impossible pour eux de valoriser, comprendre, gagner de l'argent, la marque Kingdom autrement que par de nouvelles saisons dont on sait qu'elles étaient assez coûteuses à produire. Comme nous enseigne Frédéric de la newsletter Netflix et chiffres, si Ashin of the North a fait de bons chiffres, tous les talents impliqués semblent aujourd'hui occupés ailleurs. Un statu quo qui pourrait indiquer une annulation en coulisses, ou pas, Netflix ayant déjà renouvelé tardivement certaines de ses productions. Si Kingdom a donc rejoint les centaines de séries Netflix sans statut définitif, que cela ne vous empêche pas de déguster ces 2 excellentes saisons, vous ne le regretterez pas. C'est la fin de cette watchlist, merci à tous et toutes de votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous en avez l'envie, on vous le dit très régulièrement, c'est la meilleure manière de nous soutenir en 2024. Merci à celles et à ceux qui l'ont déjà fait, et à bientôt pour de nouvelles watchlists, salut! Bonus. Trax. Alerte rouge pour tous les fans de Star Trek! Pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop, un podcast qui analyse tout Star Trek à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Bonus.